Adouze. Un village. Témoin de l'histoire. Du Rif. Le voyage, ou plutôt l'histoire de ma famille, devrait commencer à Adouze, douar perdu de la côte rifane du Maroc septentrional. Village de pêcheurs dont une partie de la population a émigré dans les années 60 et 70 aux Pays-Bas ou en Belgique, Adouze est l'un des plus anciens centres d'habitation du Rif. Son architecture traditionnelle, ses maisons de pierre et de torchis et le tracé de ses ruelles en font un lieu unique en son genre dans la région. Juché sur des falaises du littoral méditerranéen, à 700 mètres d'altitude, Adouze possède l'une des plus anciennes mosquées du Maroc, construite au XIIe siècle par la dynastie mérinide. Ce douar, qui abrite aujourd'hui la seule maison d'hôte de la zone, appartient aux Isamourans, de la tribu des Bokoya, la seule qui est arrivée, à l'époque de l'anarchie, une période que les Rifins désignent encore sous le joli nom de République, voire encadrée, à contenir les ambitions territoriales de la puissante confédération voisine des Étoiries Israël. La tribu de Mohamed Ben Abdelkrim el-Khattabi, plus connue sous le nom d'Abdelkrim. C'est là, à 40 km de la cité balnéaire d'Al-Hoceima, la ville San Giorgio, des Espagnols qui l'ont baptisé ainsi en hommage à l'un de leurs fameux généraux, que le drame se joua. Si la Harka, les troupes de Bouchta el-Baghdadi, n'avaient pas attaqué Adouze, un matin de 1896, le début de la chronique familiale n'aurait peut-être pas eu un nom féminin. Ma grand-mère, Temunt, prénom que l'administration marocaine a arabisé en Mimouna à l'indépendance en 1956, était une enfant quand la horde envoyée par Fès s'abattit sur la région. Le jeune sultan Moulay Abdelaziz voulait châtier cette difficile tribu dont certains membres pratiquaient la piraterie et la contrebande et prenaient d'assaut les navires européens qui s'approchaient de la côte. Menacé des foudres de l'enfer par les puissances occidentales, le sultan envoya donc son plus féroce caïd. La colonne de Bouchta el-Baghdadi, partie de la capitale du vieil empire chérifien, tambour battant, étendard élevé, traversa monts et vallées, les unes pauvres, les autres misérables, et après une marche forcée de plusieurs jours atteignit Adouze, centre désigné de la piraterie rifane. Comme il était de coutume en ces temps obscurs, des têtes roulèrent, des femmes, des enfants et des vieillards furent massacrés. Le sanctuaire de El Hadj Abou Hassoun, ancien guide spirituel de la région, et ceux qui s'y étaient réfugiés en invoquant la protection divine exécutée. Comme trophée de guerre, El-Baghdadi choisit 200 chefs de famille parmi les Isémourènes, les enchaîna et les expédia à Fès. Temunt dut attendre 2 ans avant de pouvoir embrasser un père, qui venait de vivre une pénible réclusion dans les geôles du sultan. Les récits que ramenèrent les Isémourènes sur les souffrances subies dans les cachots chérifiens marquèrent des générations de Rifins. Des anecdotes devinrent des légendes. La société rifaine ne savait pas ce que c'était une prison, une forme de châtiment qui n'existait ni dans ses institutions ni dans sa mentalité. Le souvenir de cette tragédie se transmit de père en fils, et aujourd'hui encore, dans beaucoup de villages rifins, on se souvient de l'expédition d'El-Baghdadi. On l'appelle le grand cataclysme. C'est peut-être pour cela que lorsqu'en 1931, ma grand-mère, alors infirmière dans le dispensaire espagnol de Beni Boufra, à 10 lieues d'Adouze, apprit la mort du chef de guerre, elle s'efforça, comme d'autres victimes de cette attaque, d'en connaître les détails. Selon les chroniques de l'époque, à l'orée de sa mort, celui qui s'était converti en un collaborateur notoire du colonialisme franco-espagnol qui avait fait main basse sur le Maroc en 1912, avait demandé à être enterré dans un sarcophage de bois. Afin que ses restes, dit la croyance populaire, ne soient pas mêlés à ceux des simples mortels. Mais, toujours selon la légende, la terre sacrée du cimetière refusa son cadavre. Durant plusieurs heures, les employés municipaux de Fès tentèrent l'impossible pour introduire le dignitaire sultanien dans son tombeau. En vain. Le trou était trop petit pour un si grand tyran. À la fin, ils retirèrent le précieux cercueil, et à l'abri des regards, poussèrent à coups de pied et de vocifération le corps de l'odieux grand caïd vers sa dernière demeure. 2 ans après le grand cataclysme, ma famille décida d'abandonner Adouze et de se diriger vers l'intérieur du Rif, vers Tafnessa où le vieux Amar, le père de Temunt, avait hérité d'une masure. Adou, le fils aîné qui aura plus tard un éminent destin dans l'histoire de son peuple, s'employa à charger sur les mules les maigres biens familiaux. Pour quand on reviendra, expliqua le patriarche. La mère, quant à elle, se blottit dans un recoin et commença à murmurer, « Mais où irons-nous, Allah ?»
Se dirigeant vers l'intérieur du Rif inhospitalier, ils partirent de nuit, là où personne, même le sultan, assurait la légende, n'osait s'aventurer. Ils ne prirent congé de personne, parce qu'il n'y avait plus personne. Le prospère village de pêcheurs, battu par les vents de la Méditerranée, était devenu un lieu maudit. Les maisons brûlaient, une partie de la population s'était exilée en Algérie, une autre était cachée dans les grottes, et seuls subsistaient quelques vieillards, reclus volontairement chez eux, parce qu'ils ne voulaient ou ne pouvaient pas partir. Ils y allèrent en procession, les hommes à cheval, les femmes à pied toujours derrière, comme le veut la tradition. En raison de son jeune âge, ma grand-mère fut hissée sur un cheval. De là, elle pouvait scruter les efforts de sa mère pour éviter de trébucher ou de tomber. Pour la dernière fois de sa vie, elle put contempler la plage de Boumaksoud. Ce fut une longue marche vers l'est, vers Al-Hoceima. Ils s'engouffrèrent dans des vallées encaissées, traversèrent des massifs en pente abrupte et empruntèrent des chemins accidentés. Ils furent accompagnés par des aboiements de chiens, des hurlements de loups, et des cris indéfinis que les habitants attribuent au djinn, esprit de la nuit. Même si l'érosion a entraîné la dégradation des terres cultivées, avec comme effet collatéral une forte immigration, surtout vers l'Algérie française en cette époque, la forte densité humaine n'avait pas faibli. Ils tombaient sur un village chaque 5 ou 6 kilomètres. Comme le Rif n'a jamais possédé de forêt luxuriante, seuls des arbustes coupants comme des lames de rasoir dessinaient le paysage. Le seul allié qu'ils eurent en cette triste nuit fut la pleine lune qui leur permit de guider leurs pas vers un improbable destin. Aux premières lueurs de l'aube, le patriarche reconnut les contours de Tafnessa. Ils ne furent pas reçus les bras ouverts. Pour les Rifins, abandonner le village, même dans des circonstances extraordinaires, est pire que perdre son sang. C'est une partie des racines immémoriales qui se perd, des traces qui se diluent, et puis, comme le disent les vieux, que deviennent le respect et le souvenir dû aux anciens, quand les cimetières ne sont plus gardés? Les premières années dans cette nouvelle petite patrie furent dramatiques. Au crépuscule de sa vie, Temünt avait coutume de se laisser aller à raconter des bribes de cette période douloureuse, dont elle avait eu l'existence sa vie durant. Ammar commença par se séparer de son maigre troupeau de moutons, puis vint le tour des chevaux, et enfin celui des mules. À la fin, comme il ne lui restait plus rien à vendre pour subsister, il accepta que ses fils labourent les champs de truie. Ils firent de Kmassa, de métayer, un travail indigne d'une famille qui se targuait de descendre du marabout saint dans l'islam soufi local. Une humiliation de plus dans un Rif où les codes étaient sévèrement respectés. Dans le village, on commença à les appeler les fils de Ammar sans terre, et quand ils se rendaient au souk du dimanche, ils ne pouvaient éviter les regards moqueurs et les ricanements des seigneurs shérifs, montés sur de superbes montures et affublés de belles djellabas. Une fois, le frère aîné, Adou, revint bredouille d'une demande de mariage. Le père de la jeune femme n'avait pas voulu entendre parler d'un homme sans terre. Combien de fois, après une dure journée de labeur, les fils de Ammar sans terre, assis autour d'un feu, se regardaient longuement, fixement, comme pour dire « Mais que faisons-nous encore dans ce monde ?» Sans le mektoub, ce fatalisme qui régit la vie des musulmans, personne n'aurait pu supporter tant de malheur, tant de mépris. Allah était toujours grand, il avait oublié d'être miséricordieux envers ses serfs. Le vieux Ammar mourut comme meurent les peuples de la montagne. Quand il tomba malade, il essaya de faire comme si de rien n'était en aidant aux travaux de la maison. Il espéra des jours meilleurs qui ne vinrent jamais. Il commença par appuyer son corps rongé par la maladie sur une canne, avant d'y renoncer et de s'abandonner sur un lit. Les jours passant, et conscient que la machine humaine avait fait son temps, il s'installa sur un amoncellement de paille à même la terre. Son ultime refuge avant son dernier voyage. Un après-midi d'hiver, il dit à sa femme que le froid commençait à envahir ses membres inférieurs. Sa famille suivit son départ en silence, un assourdissant silence, et quand il passa à meilleure vie, il n'y eut ni pleurs ni larmes. Ses fils le lavèrent, ligotèrent ses mains, comme le veut une énigmatique et millénaire tradition de mes ancêtres, le couvrirent d'un linceul blanc et l'enterrèrent. L'Akmassia, le fusil d'Ammar, fut l'un des rares biens qu'il légua à son fils aîné. Insolite carabine. Le canon était très long et la culasse était garnie de pièces de monnaie assainies solidement incrustées. Selon les réminiscences de Temünt, le vieux fusil n'avait ni précision ni la suffisante vigueur pour toucher son but.
Les balles commençaient toujours par jaillir avec entrain, laissant derrière elles un impressionnant écran de fumée et de poudre, avant d'accuser le coup et de s'effondrer quelques mètres plus loin. L'Akmasia ne servait même pas à tuer le chien, commentait ma grand-mère. Comme beaucoup d'armes vendues par des coquins de contrebandiers européens, l'Akmasia apparaissait redoutable, alors qu'elle n'était qu'exotique et parfaitement inutile. Après la mort du patriarche, Allah se souvint enfin de ses ouailles. En 1913, les Espagnols qui, une année après les Français au sud, venaient d'occuper le nord du Maroc sur la base d'un traité de protectorat censé nous apporter quelques rudiments de civilisation, choisirent par les hasards du destin Temünt pour la préparer à devenir l'une des premières infirmières musulmanes du Maroc. Sa vie privée connut également quelques bouleversements. Après un premier mariage raté avec un dévot, qui entreprit à pied un long voyage à la Mecque afin de prouver à Allah son exaltation, elle se remaria avec mon grand-père. Une union malheureuse entre une femme de caractère, qui gagnait de l'argent à la sueur de son front, une singularité en ces temps-là, et un homme de conviction, qui sera happé par la défaite de la guerre du Rif, 1921-1927, où il s'est donné corps et âme pour la défense des idéaux prônés par Abdelkrim dans son éphémère République du Rif. Temünt eut des enfants, dont 2 participèrent à la guerre civile espagnole, 1936 à 1939. Du mauvais côté, dira-t-on aujourd'hui, du côté des franquistes. Femme à poigne, sa trajectoire professionnelle, commencée au dispensaire de Beni Boufra dans les années 1910, s'acheva à Tétouan dans les années 1960. Témoin de son temps, elle vécut sous le régime du protectorat, qui n'a pas été rigoureux envers elle, puis assista à l'avènement de l'indépendance en 1956. Un matin de 1978, elle eut enfin droit à sa part d'histoire. Alors qu'elle était dans l'un des derniers trolleybus de l'ex-capitale du protectorat espagnol, elle croisa une vieille connaissance, riffaine comme elle, berbère assurément. Instinctivement, les 2 femmes se mirent à parler en tarifi, haussant, comme au pays, la voix. Le chauffeur freina net pour leur faire comprendre en arabe dialectal que son transport n'était pas un souk et qu'elle devait cesser de parler ce charabia. Il les invita à descendre au cas où elle ne cesserait de gesticuler. Ma grand-mère rougit de honte. Elle se sentit blessée, atteinte dans son honneur de vieille dame. Elle descendit et continua le trajet à pied. Pour la première fois de sa vie, elle connut la xénophobie anti-Amazi, la haine de l'autre dans un pays pourtant majoritairement berbère. Ça aurait pu être un incident, un acte isolé vite oublié, s'il ne s'était agi de cette femme-là. Elle finit par se reprendre et manifesta son désir de s'informer sur ses racines, sa langue, son histoire et son peuple. Je l'ai aidée dans sa quête, qui a fini par devenir la mienne. Nous devînmes des habitués de la bibliothèque espagnole et de la bibliothèque générale des archives de Tétouan, où nous avons dévoré des dizaines de livres, sillonné des kilomètres de rayons de bibliothèque, et reconstruit l'histoire du Rif et des Riffins. Elle redécouvrit, et moi avec, la tragédie d'A12, selon des versions différentes, la glorieuse et terrible guerre du Rif, la sanglante guerre civile espagnole, et l'indépendance du Maroc. Au fil des lectures, nous nous sommes rendus compte de l'extrême pauvreté intellectuelle dans laquelle nous avait confiné le pouvoir marocain, la marginalisation qui était la nôtre depuis le soulèvement du Rif en 1958, gazé et noyé sous des tonnes de napalm, et le sort fait au nord du Maroc, transformé en un A12 à grande échelle, depuis que quelques officiers rifains avaient tenté de liquider S102 en 1972. Nous nous rendîmes compte que nous possédions une langue, le tarifi, parlée par des millions de rifains, non reconnus officiellement. Nous avons fait la connaissance de notre culture millénaire, qui était et continue d'être taxée de folklorique. Temünt aurait pu aller loin dans cette quête, si la maladie ne l'avait pas rattrapé. À 90 ans, son corps, comme celui de son père, était arrivé au bout du chemin. Elle n'eut pas le temps, à l'instar d'Amar, de se faire un bout de paille pour le voyage. Elle expira à l'hôpital militaire espagnol de Tétouan. Dans le silence, toujours ce silence, et loin d'A12.